Le lundi matin commença comme tous les autres de l'année écoulée pour Raphaël Lefebvre. Il se réveilla à 5 heures, prit une douche glacée de 7 minutes exactement, enfila l'un de ses 20 costumes bleu marine identiques et quitta son penthouse du quartier de la Défense sans même jeter un regard par la fenêtre à la ville de Paris qui commençait à s'éveiller en contrebas. Pour Raphaël, le monde était fait de chiffres, de tableurs et de résultats trimestriels. Rien d'autre n'importait. À 38 ans, il avait bâti Tech France à partir de rien, transformant une petite start-up de logiciels en un colosse technologique évalué à des milliards d'euros. Son secret n'en était un pour personne qui travaillait avec lui. Raphaël n'avait pas de cœur. Il avait une calculatrice à la place. Lorsque son chauffeur s'arrêta devant l'immeuble aux façades de miroirs de 23 étages qui abritait le siège de Tech France, Raphaël descendit de la voiture sans un mot de remerciement, comme toujours. Il traversa le hall en marbre d'un pas ferme, ignorant les salutations nerveuses des employés qui s'écartèrent de son chemin, comme s'il portait une aura glaciale. Dans l'ascenseur privé, il vérifia ses emails pour la 3e fois depuis qu'il avait quitté son domicile. Une réunion importante était prévue à 9 heures du matin, la plus importante de ces derniers mois, en fait. Une réunion qui allait changer la vie de centaines de personnes, bien que Raphaël ne le voie pas de cette façon. Pour lui, ce n'était qu'une autre décision stratégique nécessaire pour maintenir la compétitivité de l'entreprise. Quand il entra dans son bureau au 23e étage, Florence, son assistante depuis 5 ans, était déjà là avec une tasse de café noir sans sucre. Exactement comme il l'aimait. Florence était une femme de 40 ans, efficace et discrète, qui avait appris dès le premier jour que Raphaël n'aimait pas les conversations inutiles. Elle posa le café sur la table en verre et lui tendit un dossier noir. « Réunion confirmée pour 9 heures, monsieur Lefebvre. Tous les directeurs ont déjà confirmé leur présence. Les documents sont prêts pour signature, dit Florence de sa voix professionnelle. Raphaël prit le dossier sans la regarder. « Parfait. Je veux tout le monde à 9 heures précises. Pas une minute de retard. »« Oui, monsieur. » Florence sortit du bureau en silence, refermant la porte avec soin. Raphaël ouvrit le dossier et examina les documents pour la 10e fois. Les noms étaient là. 347 noms. 347 employés qui seraient licenciés ce matin-là. La plupart d'entre eux travaillaient dans les secteurs du support, du nettoyage et de la maintenance. Externalisable, pensa Raphaël. L'entreprise économiserait 4,2 millions d'euros par an avec cette mesure. Les chiffres ne mentaient pas. C'était la bonne décision d'un point de vue financier. Le fait que chacun de ces noms représentait une personne avec une famille, des factures à payer et des rêves ne traversa jamais l'esprit de Raphaël, ou s'il le traversa, il l'ignora avec la même facilité avec laquelle il ignorait tout ce qui n'était pas du profit. À 9 heures précises, Raphaël entra dans la salle de réunion du 22e étage. 6 directeurs étaient déjà assis autour de la table en acajou. Parmi eux se trouvait Marcel Dubois, son associé et directeur financier, un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants et au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Marcel avait été fondamental dans les premières années de l'entreprise, mais dernièrement les deux hommes divergeaient sur certaines questions. Rien de suffisamment grave pour affecter les affaires, mais une tension croissante existait entre eux. « Bonjour, messieurs », dit Raphaël en s'asseyant en bout de table. « Allons droit au but. Vous avez tous lu les rapports. Notre marge bénéficiaire a chuté de 2,8% au dernier trimestre. C'est inacceptable. Nos concurrents réduisent leurs coûts et nous devons faire de même si nous voulons conserver notre position de leader. » L'un des directeurs, Frédéric, le plus jeune du groupe, osa lever timidement la main. « Monsieur Lefebvre, certains de ces employés sont avec nous depuis plus de 5 ans. Peut-être pourrions-nous envisager des réaffectations internes avant de procéder à des licenciements massifs. » Raphaël regarda Frédéric avec cette expression glaciale qui faisait reculer même les plus courageux. Les réaffectations coûtent du temps et de l'argent en formation, du temps et de l'argent que nous n'avons pas. De plus, ces fonctions peuvent être facilement externalisées pour un tiers du coût actuel. Ce sont de simples mathématiques, Frédéric. Vous comprenez les mathématiques, n'est-ce pas? Frédéric déglutit et hocha la tête, replongeant son regard dans ses papiers. Personne d'autre n'osa poser de questions. Raphaël ouvrit le dossier et commença à faire passer les documents pour signature. Chaque directeur signa là où c'était indiqué, autorisant les licenciements dans leurs départements respectifs.
Quand vint le tour de Marcel, il hésita une fraction de seconde avant de signer. « Un problème, Marcel ?» demanda Raphaël, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Aucun problème, Raphaël. C'est juste que c'est la plus grande vague de licenciements que nous ayons jamais faite. Nous devrons bien gérer la communication pour éviter les problèmes avec la presse. » Raphaël eut un sourire sans humour. « La presse oubliera ça en une semaine, et si elle n'oublie pas, nos bénéfices du prochain trimestre la feront changer de sujet. Fais-moi confiance. » La réunion se termina en moins de 20 minutes. Les documents étaient signés. Les licenciements commenceraient à être communiqués le lendemain. Raphaël retourna à son bureau, ressentant cette satisfaction froide de celui qui a accompli une autre tâche nécessaire. Il n'était pas cruel par plaisir. Il ne voyait tout simplement pas les gens comme des personnes. Il voyait des chiffres, des coûts, des actifs et des passifs. Sa capacité à déconnecter toute empathie était ce qui l'avait rendu si brillant. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Le reste de la journée se déroula normalement. Réunions, appels, analyse de rapports. Raphaël quitta à peine son fauteuil, sauf pour aller aux toilettes. Il ne déjeuna pas, demandant simplement à Florence de lui apporter une barre protéinée et un jus vert. La nourriture était du carburant, rien de plus. À 18 heures, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, Raphaël était encore dans son bureau, révisant les projections financières pour l'année suivante. C'est alors qu'il entendit frapper timidement à la porte. « Entrez », dit-il, sans quitter l'écran de son ordinateur des yeux. La porte s'ouvrit et Florence apparut, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Elle semblait mal à l'aise, presque nerveuse. « Monsieur Lefebvre, excusez-moi de vous déranger, mais il y a une situation au 15e étage qui nécessite votre attention. » Raphaël la regarda enfin, irrité. « Quel genre de situation? N'avons-nous pas des responsables d'étage pour ça? » « Je sais, monsieur, mais c'est à propos d'une employée de nettoyage. Elle a amené sa fille au travail et la petite cause quelques perturbations. Le responsable des RH a essayé de régler le problème, mais la situation s'est compliquée. L'employée dit qu'elle n'a personne pour garder l'enfant, et que si on la renvoie maintenant, elle perdra sa journée de travail et ne peut pas se le permettre. » Raphaël serra les dents. « Et pourquoi est-ce mon problème, Florence ? Nous avons des politiques claires concernant les enfants sur le lieu de travail. Je sais, monsieur, mais la petite a commencé à pleurer très fort, et cela perturbe une présentation importante pour des clients japonais au 15e étage. Le responsable a pensé que vous pourriez peut-être autoriser une exception juste pour aujourd'hui, pour éviter un incident plus grave. » Raphaël prit une profonde inspiration, sentant l'irritation monter. C'était exactement le genre de distraction qu'il détestait. Les problèmes humains. Des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus avec un tableur. Mais il savait aussi qu'une présentation ruinée avec les Japonais pourrait coûter un contrat de plusieurs millions. Il ferma son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. « Je vais régler ça personnellement, dit-il en se levant, et je veux le nom de cet employé. Nous allons avoir une conversation sur le professionnalisme. » Florence déglutit. « Oui, monsieur. Elle s'appelle Lucie Martin. » Raphaël ne pouvait pas savoir, en suivant Florence jusqu'à l'ascenseur, que ce nom était sur le point de changer sa vie pour toujours, que la fillette qui pleurait au 15e étage était une petite bombe à retardement sur le point de faire exploser toutes ses certitudes, que dans quelques heures, les 347 licenciements qu'il avait signés le matin même reviendraient le hanter d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tout ce que Raphaël savait, tandis que l'ascenseur descendait, c'est qu'il était agacé de devoir s'occuper personnellement de quelque chose d'aussi trivial qu'un enfant au mauvais endroit. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de rencontrer la seule personne capable de faire tomber toutes ses défenses, une fillette de 6, sans aux grands yeux et à l'honnêteté, qui trancherait son cœur de glace comme un couteau chaud dans du beurre. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 15e étage, Raphaël put immédiatement entendre les pleurs stridents d'un enfant résonner dans le couloir. Sa mâchoire se contracta. Il détestait le bruit, il détestait le désordre, et il détestait définitivement devoir descendre personnellement pour résoudre un problème que n'importe quel manager moyen aurait dû être capable de gérer. Florence le guida dans le couloir jusqu'à l'espace d'attente, près de la salle de conférence, où se déroulait la présentation pour les clients japonais. Là, assise sur une chaise en plastique bleu, se trouvait une fillette d'environ 6 ans, avec des tresses mal faites et une robe rose délavée.
Elle pleurait abondamment, le visage rouge et humide de larmes. À côté d'elle, à genoux sur le sol, se tenait une femme d'une trentaine d'années, trop maigre, avec des cernes profonds et un uniforme de nettoyage vert qui semblait trop grand pour son corps frêle. La femme tentait en vain de calmer la fillette, lui murmurant des mots de réconfort tout en jetant des regards désespérés aux responsables des RH qui se tenaient là. Un homme petit nommé Paul, qui semblait sur le point de faire une crise de nerfs. Quand Paul vit Raphaël approcher, son visage devint encore plus pâle. « Monsieur Lefebvre, je suis vraiment désolé de devoir vous déranger avec ça », commença Paul en trébuchant sur ces mots. « J'ai essayé de régler la situation, mais elle m'a échappé et les Japonais se plaignent du bruit et je ne savais plus quoi faire. » Raphaël ne regarda même pas Paul. Ses yeux étaient fixés sur la femme agenouillée à côté de l'enfant. « Vous êtes Lucie Martin ?» demanda-t-il, sa voix toujours aussi tranchante. Lucie se leva rapidement, manquant de trébucher. Ses yeux étaient rouges et ses mains tremblaient. « Oui, monsieur, c'est moi. S'il vous plaît, monsieur Lefebvre, je peux tout vous expliquer. »« Alors expliquez, » dit Raphaël en croisant les bras. « Et faites vite, car vous perturbez une réunion importante. » Lucie déglutit, jetant un regard inquiet à sa fille, qui continuait de sangloter. « Monsieur, je sais que je n'aurais pas dû amener Isabelle au travail. Je sais que c'est contre le règlement. Mais ce matin, la femme qui la garde m'a appelé pour me dire qu'elle était malade et ne pouvait pas s'en occuper. J'ai essayé d'appeler ma sœur, ma voisine, tout le monde que je connais, mais personne ne pouvait. Et je ne peux pas m'absenter du travail, monsieur. Je ne peux pas me le permettre. Je vous promets que ça n'arrivera plus. S'il vous plaît, juste pour aujourd'hui. Elle restera tranquille, je le jure. » La voix de Lucie était chargée de désespoir, et Raphaël pouvait voir la panique réelle dans ses yeux. C'était le genre de situation qu'il résolvait normalement avec une phrase. « Les règles sont faites pour être suivies. Trouvez un autre emploi si vous ne pouvez pas les respecter. » Mais il y avait quelque chose dans la façon dont cette femme le regardait, comme si sa vie dépendait de cette décision, qui le fit hésiter une fraction de seconde. Et c'est dans cette fraction de seconde que la fillette, Isabelle, cessa de pleurer et le regarda droit dans les yeux. Ses yeux étaient grands et marrons, encore brillants de larmes. Elle renifla, s'essuya le nez avec le dos de sa main et pencha sa petite tête sur le côté, étudiant Raphaël avec une curiosité enfantine qui le prit complètement au dépourvu. « C'est vous, le patron ?» demanda-t-elle avec cette sincérité brutale que seuls les enfants possèdent. Raphaël cligna des yeux, décontenancé. « Oui, je suis le propriétaire de l'entreprise. » Isabelle hocha lentement la tête, comme si cela avait parfaitement du sens. « Alors vous êtes très important. Maman a dit que vous êtes la personne la plus importante de toutes. » Raphaël regarda Lucie, qui était mortifiée, essayant de faire taire sa fille par des gestes désespérés. Mais Isabelle ignora complètement sa mère et continua de parler parce que c'est ce que font les enfants. Ils disent la vérité sans filtre, sans peur, sans calculer les conséquences. « Je ne voulais pas pleurer, vous savez, » continua Isabelle, sa voix encore tremblante mais plus calme maintenant. « C'est juste que j'ai eu peur quand ce monsieur là-bas a dit que maman allait perdre son travail. Et maman ne peut pas perdre son travail parce qu'elle doit acheter les médicaments. » Raphaël sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un pincement, presque imperceptible, mais il était là. « Quel médicament ?» demanda-t-il, et il le regretta aussitôt car cela ne le regardait pas et il n'aurait pas dû prolonger cette conversation. Isabelle regarda sa mère, comme pour demander la permission de continuer. Lucie ferma les yeux, humiliée, mais ne dit rien. La fillette interpréta le silence comme un consentement. « Les médicaments de maman. Elle est malade, elle est très fatiguée, et parfois elle a des vertiges. Le médecin a dit qu'elle devait prendre des médicaments, mais ils sont très chers. »« Isabelle, ça suffit, » l'interrompit enfin Lucie, sa voix fine et brisée. « Monsieur Lefebvre ne veut pas entendre parler de ça. » Mais il y avait maintenant des larmes dans les yeux de Lucie, des larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. Raphaël resta là, debout, sans savoir exactement quoi faire. C'était un territoire inconnu pour lui, les émotions, la vulnérabilité, des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus avec un tableur Excel. Il aurait dû simplement les renvoyer toutes les deux et en finir. C'est ce que l'ancien Raphaël aurait fait sans hésiter. Mais pour une raison qu'il ne comprenait pas, les mots ne sortirent pas. Isabelle fit un pas dans sa direction, et Raphaël eut un mouvement de recul instinctif, mais il se força à rester immobile. La fillette était si proche maintenant
qu'il pouvait voir les taches de rousseur sur son petit nez. Elle tendit sa petite main, et avant qu'il ne puisse réagir, elle prit la sienne. Sa main était si petite, si chaude, si confiante. « Ma maîtresse a dit que les gens bien aident les autres gens bien, » dit Isabelle, le regardant avec ses yeux immenses, remplis d'un espoir innocent. « Et maman est très bien. Elle travaille beaucoup et ne se plaint jamais, et elle me fait toujours sourire, même quand elle est triste. Alors vous, qui êtes si important? Vous ne pouvez pas l'aider. Juste un petit peu ?» Le couloir devint absolument silencieux. Florence, Paul et même Lucie semblaient retenir leur souffle. Raphaël regarda la petite main chaude qui tenait la sienne, cet enfant qui le fixait avec une foi si pure, si absolue, que quelque chose en lui commença à se fissurer. C'était comme si un rayon de lumière avait trouvé une fissure dans un mur de béton et commençait à l'élargir lentement mais inexorablement. « Je dois retourner travailler », murmura Raphaël, sa voix sortant étrangement, presque rauque. Il retira doucement sa main et regarda Paul. « Elle peut rester aujourd'hui. Mais trouver une salle vide à l'étage inférieur où l'enfant pourra rester jusqu'à la fin de la journée. Et je veux que quelqu'un la surveille pour s'assurer qu'elle ne se promène pas. »« Oui, monsieur, » dit Paul immédiatement, visiblement soulagé. Lucie laissa échapper un soupir qui semblait venir du plus profond de son âme. « Merci beaucoup, monsieur Lefebvre. Merci infiniment. Je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. » Raphaël hocha la tête rigidement et commença à se tourner pour retourner à l'ascenseur, mais la voix d'Isabelle l'arrêta une fois de plus. « Merci, monsieur le patron. Je savais que vous étiez gentil. » Raphaël ne répondit pas. Il ne se retourna pas. Il continua simplement à marcher, mais tandis que l'ascenseur remontait vers le 23e étage, il ne pouvait pas chasser de son esprit la sensation de cette petite main dans la sienne, la façon dont Isabelle avait dit ces mots avec tant de certitude. « Je savais que vous étiez gentil. » Comme si c'était un fait, comme si elle pouvait voir en lui quelque chose que lui-même ne voyait plus depuis des années. Peut-être n'avait-il jamais vu. De retour dans son bureau, Raphaël tenta de se remettre au travail, mais il découvrit qu'il ne pouvait pas se concentrer. Ses yeux revenaient sans cesse sur le dossier, noir posé sur son bureau. Le dossier avec les 347 noms. 347 personnes qu'il avait licenciées sans ciller, sans perdre une seconde de sommeil. Des personnes qui avaient probablement aussi des enfants, qui avaient aussi des factures à payer, qui avaient aussi des problèmes de santé ou des médicaments chers, ou des rêves qui étaient sur le point d'être anéantis. Pour la première fois depuis longtemps, Raphaël Lefebvre ressentit quelque chose qu'il ne savait plus nommer. Ce n'était pas encore de la culpabilité, pas du regret. C'était juste une petite fissure dans l'armure qu'il avait construite autour de lui. Une fissure qui était sur le point de se transformer en un abîme. Raphaël ne dormit pas bien cette nuit-là. C'était rare pour lui, qui s'endormait habituellement dès que sa tête touchait l'oreiller, épuisé par une autre journée de travail intense. Mais cette fois, il resta éveillé tard, fixant le plafond de son penthouse, écoutant le silence lourd de la nuit parisienne. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la fillette, à la façon dont elle avait tenu sa main, à la confiance absolue dans sa voix quand elle avait dit qu'elle savait qu'il était gentil. Personne ne l'avait qualifié de gentil depuis des années. Efficace, oui. Intelligent, certainement. Implacable, toujours. Mais gentil, ce mot semblait ne pas appartenir au même dictionnaire qui décrivait Raphaël Lefebvre, et il y avait autre chose qui le dérangeait. Les médicaments chers, la maman malade. Lucie était clairement malade, travaillant malgré tout parce qu'elle n'avait pas le choix. Combien d'autres personnes dans son entreprise étaient dans la même situation? Combien se traînaient au travail chaque jour malades, désespérés, parce qu'une absence signifiait ne pas pouvoir payer les factures à la fin du mois? C'étaient des questions que Raphaël ne s'était jamais posées auparavant, n'avait jamais voulu se poser. Mais maintenant, elles étaient là, martelant sa tête, refusant de s'en aller. Le lendemain matin, Raphaël arriva au bureau plus tôt que d'habitude. À 7 heures, quand Florence arriva, il était déjà dans son bureau avec une tasse de café froid sur la table et l'ordinateur allumé. Florence parut surprise de le voir là si tôt, mais ne fit aucun commentaire. Elle prépara simplement un café frais et le posa sur son bureau comme elle le faisait toujours. « Florence !» dit Raphaël sans quitter l'écran des yeux. « J'ai besoin que vous me sortiez quelques dossiers, des informations sur des employés.
Florence prit sa tablette, prête à noter. « Bien sûr, monsieur Lefebvre. Quels employés spécifiquement ?» Raphaël hésita un instant, comme s'il envisageait de faire marche arrière. Mais les mots sortirent. « Lucie Martin, l'employée de nettoyage qui était ici hier avec sa fille. Je veux voir son dossier complet. Ancienneté, évaluation de performance, tout. » Si Florence fut surprise par la demande, elle ne le montra pas. Elle hocha simplement la tête. « Je m'en occupe immédiatement, monsieur. » 20 minutes plus tard, Florence revint avec un dossier. Elle le posa sur le bureau de Raphaël avec précaution, comme si elle manipulait quelque chose de délicat. « Voici les informations que vous avez demandées. Lucie Martin, 32 ans, a travaillé chez Tech France pendant 5 ans comme employée permanente dans le secteur du nettoyage. Ses évaluations de performance sont toutes excellentes. Jamais eu d'avertissement, jamais absente sans justification. Elle a été considérée comme une employée exemplaire par son superviseur direct pendant 4 années consécutives. » Raphaël ouvrit le dossier et commença à lire. Chaque page confirmait ce que Florence avait dit. Lucie était une employée modèle, ponctuelle, dévouée, efficace. Il y avait même quelques lettres de félicitations de responsables d'autres départements commentant la qualité de son travail. Raphaël tourna quelques pages de plus et s'arrêta net. Son sang se glaça. Là, sur une feuille datée de 3 semaines, se trouvait la lettre de licenciement. Signée par lui, Raphaël Lefebvre. Sa propre signature était là, froide et impersonnelle, scellant le destin de cette femme. « Elle a été licenciée », murmura Raphaël, plus pour lui-même que pour Florence. « Oui, monsieur, lors de la vague de licenciement du mois dernier, elle faisait partie des 347 employés qui ont été remerciés. Et maintenant, elle travaille de nouveau ici. » « Comment ?» Florence consulta sa tablette. Elle a été réembauchée comme prestataire une semaine après son licenciement, par l'entreprise Net Services, qui a repris le contrat de nettoyage de Tech France après les licenciements. Son salaire en tant que prestataire est 40% inférieur à ce qu'il était en tant qu'employée permanente, et elle n'a plus les avantages qu'elle avait avant, y compris la mutuelle d'entreprise. Raphaël sentit comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans l'estomac. Quand a-t-elle perdu sa mutuelle ? Immédiatement après le licenciement. Le contrat assurait une couverture jusqu'à la fin du mois suivant, donc elle a perdu la couverture complète il y a 2 semaines. Les pièces commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Raphaël comme un puzzle macabre. Il y a 2 semaines, exactement quand Isabelle avait dit que sa mère avait besoin de médicaments chers. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une cause et un effet. Il avait licencié Lucie, elle avait perdu sa mutuelle, et maintenant, elle ne pouvait pas payer le traitement dont elle avait besoin. La main de Raphaël trembla légèrement en tenant les papiers. « Florence, dit-il, lentement, j'ai besoin que vous découvriez une dernière chose pour moi. Cherchez dans les anciens dossiers médicaux, quand elle avait encore la mutuelle. Je veux savoir si elle a fait des examens ou des consultations ces derniers mois en tant qu'employée permanente. » Florence sortit et revint une demi-heure plus tard. Son visage était grave. « Monsieur Lefebvre, j'ai trouvé quelque chose. Lucie a fait une batterie d'examens il y a 3 mois. Elle a été orientée vers un hématologue car les examens de routine montraient des anomalies préoccupantes. Il y a un rapport médical ici. On lui a diagnostiqué une anémie sévère qui nécessite un traitement continu et une médication spécifique. Le médecin a recommandé un suivi mensuel et une supplémentation intraveineuse dans certains cas. Le traitement complet est couvert par notre mutuelle premium, mais sans elle, il serait effectivement très coûteux. Raphaël ferma les yeux. Il pouvait voir la chronologie parfaitement maintenant. Lucie avait découvert qu'elle était malade. Elle avait commencé le traitement. Et puis lui, Raphaël Lefebvre, avait signé son licenciement sans même regarder son nom, sans savoir qu'il lui retirait exactement ce dont elle avait le plus besoin au pire moment possible. Il n'avait pas seulement licencié une employée. Il avait condamné une femme malade à choisir entre travailler ou se soigner, entre nourrir sa fille ou acheter des médicaments, entre survivre ou vivre. « Merci, Florence », réussit à dire Raphaël d'une voix étrangement rauque. « Vous pouvez disposer. »« Monsieur Lefebvre », commença Florence avec hésitation, « si vous envisagez de faire quelque chose à ce sujet, je peux aider à préparer les documents. » Raphaël la regarda pour la première fois ce matin-là, voyant vraiment son assistante. Florence était là depuis 5 ans, témoin de toutes ses décisions froides,
de tous les licenciements sans émotion, de tous les moments où il avait choisi les chiffres plutôt que les gens. Et pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant qui semblait plein d'espoir, comme si elle attendait qu'il fasse enfin la bonne chose. « Je vais y réfléchir, » dit Raphaël, mais ils savaient tous les deux qu'il mentait. Il avait déjà décidé. Il ne savait juste pas encore exactement ce qu'il allait faire. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Raphaël essaya de travailler, de se concentrer sur les réunions prévues, mais son esprit était ailleurs. Il était dans la salle de nettoyage du 14e étage, où Lucie était probablement en ce moment, passant la serpillière, feignant de ne pas être fatiguée, feignant de ne pas être malade, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Il pensait à Isabelle, cette petite fille de 6 ans qu'il avait regardée et avait vu de la bonté là où il n'y en avait aucune, qui lui avait fait confiance pour sauver sa mère, parce qu'il était important et que les personnes importantes pouvaient faire des choses incroyables. Vers 17 heures, Raphaël n'en pouvait plus. Il prit l'ascenseur et descendit au 14e étage. Il trouva Lucie en train de nettoyer les toilettes, une expression fatiguée sur le visage. Quand elle le vit, elle faillit laisser tomber sa serpillière de surprise. « Monsieur Lefebvre, » dit-elle rapidement, en se redressant. « Quelque chose ne va pas ?»« J'ai besoin de vous parler, » dit Raphaël. « En privé. » Lucie regarda autour d'elle, nerveuse, se demandant clairement si elle avait des ennuis. Raphaël la guida jusqu'à une salle de réunion vide et ferma la porte. Ils restèrent là, debout, à quelques mètres l'un de l'autre. Un PDG milliardaire dans son costume à 3 000 € et une femme de ménage dans son uniforme vert délavé. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se toucher, mais qui entraient maintenant en collision inévitable. « Je sais que vous êtes malade, » dit Raphaël sans détour. « Je sais pour l'anémie sévère, je sais pour les médicaments chers, et je sais que vous avez perdu votre mutuelle lorsque vous avez été licencié. » Lucie pâlit. « Monsieur, je peux vous expliquer. Je ne laisse pas cela affecter mon travail. Je prends les médicaments que je peux me permettre et je fais de mon mieux. »« Savez-vous qui a signé votre licenciement ?» demanda Raphaël, sa voix sortant plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Lucie cligna des yeux, confuse. « Non, monsieur. J'imagine que ce sont les RH. »« C'est moi. Raphaël Lefebvre. J'ai personnellement signé votre licenciement 3 semaines après que vous ayez découvert que vous étiez malade et que vous aviez besoin d'un traitement que seule notre mutuelle couvrait entièrement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucie le regarda avec ses yeux fatigués, traitant l'information. Raphaël s'attendait à voir de la colère, du ressentiment, de l'accusation. Mais ce qu'il vit fut bien pire. L'acceptation, la résignation. Comme si elle n'était même pas surprise, comme si ce n'était qu'une autre des cruautés normales de la vie. « Je comprends, monsieur, » dit-elle finalement. « Ce sont les affaires. Je ne vous en veux pas. » Et ce fut cela qui brisa complètement Raphaël. Pas la maladie, pas les médicaments chers, mais cette acceptation tranquille d'une injustice brutale. Cette dignité silencieuse de quelqu'un qui était habitué à être écrasé par le système et qui n'attendait plus rien de différent. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Raphaël Lefebvre eut honte de lui-même. Raphaël passa de nouveau toute la nuit éveillé. Mais cette fois, ce n'était pas par agitation, c'était parce qu'il travaillait. Pour la première fois, depuis des années, il travaillait sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec les bénéfices, les actions ou les parts de marché. Il travaillait sur un moyen de réparer ce qu'il avait brisé, ou du moins d'essayer. À 3 heures du matin, lorsqu'il ferma enfin son ordinateur portable, il avait un plan. Ce n'était pas parfait. Cela allait probablement causer des problèmes. Cela allait certainement amener Marcel et les autres directeurs à remettre en question sa santé mentale. Mais c'était la bonne chose à faire, et Raphaël découvrit que cela comptait pour lui maintenant d'une manière qui n'avait jamais compté auparavant. Le lendemain matin, il arriva au bureau à 7 heures précises et demanda à Florence de convoquer une réunion urgente avec les départements juridiques et des ressources humaines. Quand tout le monde fut réuni dans son bureau, Raphaël présenta son plan. Il voulait réintégrer Lucie Martin comme employée permanente immédiatement. Non seulement cela, mais il voulait augmenter son salaire de 20% par rapport à ce qu'elle gagnait avant son licenciement et lui donner la meilleure mutuelle que l'entreprise offrait. Avec une couverture totale pour son traitement. La directrice des RH, Carla, une femme de 50 ans, avec 25 ans d'expérience en gestion du personnel,
le regarda comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. « Monsieur Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, cela créerait un précédent dangereux. Nous venons de licencier 347 employés. Si nous commençons à réembaucher des gens et en plus avec une augmentation de salaire, nous allons avoir une avalanche de procès et de plaintes. » « Alors qu'ils viennent, » dit Raphaël avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Cette employée a 5 ans d'excellente performance. Elle a été licenciée au pire moment possible et travaille en étant malade. Parce que nous n'avons pas la décence de garantir à nos employés des conditions de santé de base. Cela s'arrête aujourd'hui. » « Mais monsieur, » tenta d'argumenter l'avocat de l'entreprise, « cela coûtera à l'entreprise non seulement son salaire, mais créera aussi des attentes. Je me fiche des attentes. Ce qui m'importe, c'est de faire ce qui est juste. Préparez les documents. Je veux que ce soit réglé d'ici la fin de la journée. » La réunion se termina avec tout le monde clairement choqué, mais personne n'osa discuter davantage. Lorsqu'il fut de nouveau seul, Raphaël prit le téléphone et appela Florence. « Trouvez Lucie Martin et demandez-lui de venir à mon bureau à 15 heures. Dites-lui que ce n'est rien de grave, que j'ai juste besoin de lui parler d'une opportunité. » À 15 heures précises, Lucie frappa à la porte du bureau de Raphaël. Elle entra nerveusement, se tordant les mains, se préparant clairement à de mauvaises nouvelles. Raphaël l'invita à s'asseoir, mais elle refusa poliment, disant qu'elle préférait rester debout car son uniforme était sale à cause du travail. Raphaël sentit un pincement de quelque chose qui ressemblait à de la douleur, en voyant comment elle pensait, ne même pas, mériter de s'asseoir sur une chaise propre. « Lucie, » commença Raphaël, essayant de trouver les bons mots, « hier je vous ai dit que c'était moi qui avais signé votre licenciement. Et c'est vrai. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était l'une des décisions les plus lâches que j'ai jamais prises de ma vie. » Lucie cligna des yeux, confuse. « Monsieur, je vous ai licencié sans même connaître votre nom, sans savoir que vous aviez une fille, sans savoir que vous étiez malade. J'ai seulement vu un chiffre sur un tableur et j'ai décidé que ce chiffre était jetable. Et j'avais tort, profondément, inexcusablement tort. »« Monsieur Lefebvre, vous n'avez pas à vous excuser, » dit Lucie rapidement. « Je sais que les entreprises doivent réduire leurs coûts. Je comprends. »« Non, vous ne comprenez pas, » l'interrompit Raphaël, sa voix plus ferme. « Et je ne veux pas que vous compreniez. Je ne veux pas que vous, ou qui que ce soit d'autre, pense qu'il est normal d'être traité comme un numéro jetable. Vous avez travaillé ici pendant 5 ans. Vous avez été une employée exemplaire. Et quand vous aviez le plus besoin de soutien, je vous ai tout pris. Ce n'est pas normal. C'est de la cruauté. » Lucie resta silencieuse, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Raphaël ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les documents préparés par le département juridique. Il les tendit à Lucie. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes réintégrée comme employée permanente de Tech France. Votre salaire sera 20% plus élevé qu'auparavant. Vous aurez la meilleure mutuelle que nous offrons, avec une couverture totale pour votre traitement. Et si vous avez besoin de temps pour des consultations ou des examens, vous l'aurez sans aucune déduction de salaire. » Lucie prit les papiers avec des mains tremblantes. Elle les regarda, mais Raphaël doutait qu'elle lise vraiment. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. « Monsieur Lefebvre, » murmura-t-elle, « je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Acceptez simplement. Et prenez soin de votre santé. Isabelle a besoin de sa mère en bonne santé et forte. » En entendant le nom de sa fille, Lucie sanglota. « C'est elle la raison de tout, n'est-ce pas? Ma belle Isabelle, elle vous a demandé de m'aider. » Raphaël hocha la tête, sentant un nœud dans sa propre gorge. « Elle a dit qu'elle savait que j'étais gentil, et j'ai réalisé que je ne voulais pas lui prouver qu'elle avait tort. » Lucie s'approcha et, avant que Raphaël ne puisse réagir, elle le serra dans ses bras. C'était une étreinte rapide, presque désespérée, de pure gratitude. Quand elle s'écarta, elle souriait à travers ses larmes. « Merci, monsieur Lefebvre. Merci de m'avoir rendu ma vie. » Après le départ de Lucie, Raphaël resta seul dans son bureau, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Il se sentit bien d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais ce sentiment ne dura pas longtemps, car à 16h30, Marcel Dubois entra dans son bureau sans frapper, le visage rouge de colère. « Tu es devenu complètement fou?
cria Marcel en jetant un dossier sur le bureau de Raphaël. Tu viens de réintégrer une employée qui a été licenciée il y a 3 semaines, avec une augmentation de salaire, le lendemain d'une vague massive de suppression de postes. As-tu la moindre idée du message que cela envoie ? Raphaël se détourna de la fenêtre et fit face à son associé. Cela envoie le message que nous reconnaissons quand nous commettons une erreur et que nous sommes prêts à la corriger. Une erreur. Marcel eut un rire sans humour. Ces licenciements nous ont fait économiser 4,2 millions d'euros par an, Raphaël. 4,2 millions. Et maintenant, tu veux tout jeter par la fenêtre pour une femme de ménage ? Elle a un nom, Lucie Martin. Et ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai enfin réalisé que bâtir un empire sur la souffrance de gens bien, ce n'est pas le succès. C'est juste de la cruauté déguisée en efficacité. Marcel le fixa comme si Raphaël était un étranger. « Qui es-tu et qu'as-tu fait du Raphaël Lefebvre que je connais ?» Peut-être que le Raphaël Lefebvre que tu connaissais n'a jamais été celui qu'il aurait dû être, répondit calmement Raphaël. La discussion dura plus d'1 heure. Marcel présenta des chiffres, des projections, des avertissements sur la réaction des autres actionnaires. Raphaël écouta tout patiemment, mais ne changea pas d'avis. Quand Marcel sortit enfin en claquant la porte, Raphaël savait que c'était loin d'être terminé. Il avait mis un coup de pied dans une fourmilière et les conséquences ne faisaient que commencer. Le lendemain, la nouvelle de la réintégration de Lucie se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Les employés chuchotaient dans les couloirs, spéculant sur ce que cela signifiait. Les personnes licenciées commencèrent à appeler les RH, voulant savoir si elles aussi seraient rappelées. Les actionnaires commencèrent à envoyer des emails inquiets, et Marcel commença à organiser une opposition formelle. Mais Raphaël ne fit pas marche arrière. En fait, il alla plus loin. Il convoqua une réunion avec tous les directeurs et annonça sa décision de créer un fonds d'assistance médicale pour les employés ayant besoin de traitements non couverts par la mutuelle standard. Il annonça également qu'il révisait personnellement tous les cas de licenciement pour identifier d'autres situations injustes qui devaient être corrigées. « Tu es en train de saboter ta propre entreprise », dit froidement Marcel à la fin de la réunion. « Non », répondit Raphaël. « Je suis en train de la sauver, seulement d'une manière que tu ne peux pas encore voir. » Ce soir-là, en quittant le bureau, Raphaël trouva Isabelle et Lucie qui l'attendaient dans le hall. Isabelle tenait un morceau de papier plié. Quand elle vit Raphaël, elle courut vers lui avec un immense sourire. « Je vous ai fait un dessin », dit-elle en lui tendant le papier. Raphaël ouvrit le dessin. C'était un bonhomme allumette le représentant, reconnaissable à son costume, tenant la main de 2 autres bonshommes allumettes plus petits, Lucie et Isabelle. Au-dessus d'eux, écrit en lettres tordues et colorées, se trouvait la phrase « Merci d'être gentil pour de vrai ». Raphaël regarda ce dessin simple et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis son enfance. Des larmes menaçant de couler. Il déglutit et plia soigneusement le papier, le plaçant dans la poche intérieure de sa veste, tout près de son cœur. « Celui-ci restera avec moi pour toujours, dit-il, sa voix étrangement nouée. Isabelle sourit encore plus, et Lucie posa la main sur l'épaule de Raphaël dans un geste de gratitude silencieuse. Alors qu'il les regardait s'éloigner, mère et fille main dans la main, Raphaël sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il avait choisi sa voie et devrait maintenant en affronter toutes les conséquences, aussi difficiles soient-elles. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Raphaël commença à mettre en œuvre des changements qui feraient faire des cauchemars à n'importe quel investisseur traditionnel. D'abord, il y eut l'augmentation de salaire généralisée pour tous les employés des secteurs de base. Nettoyage, sécurité, maintenance. Ensuite, il annonça la création d'un fonds d'urgence médicale qui couvrirait les traitements spéciaux pour tout employé en ayant besoin. Mais le changement le plus radical vint lorsqu'il convoqua une réunion et présenta le projet du Centre de bien-être Tech France, un espace au rez-de-chaussée de l'immeuble qui comprendrait une crèche gratuite pour les enfants des employés, une petite salle de sport, une salle de repos et même un cabinet médical avec des soins de base gratuits. Quand Marcel vit les chiffres prévisionnels pour tous ces programmes, il faillit s'effondrer. 300% d'augmentation des coûts opérationnels, Raphaël, dit-il en jetant les rapports sur la table de la salle de réunion. 300%. Notre bénéfice du dernier trimestre a été complètement anéanti. Les actionnaires sont furieux.
Je reçois des appels toutes les heures de gens qui veulent ta tête. » « Laisse-les vouloir, » répondit calmement Raphaël. « Montre-leur les autres chiffres. Le taux de rotation du personnel a chuté de 80%. Les arrêts maladie ont diminué de 60%. La productivité a augmenté de 40%. Nos ingénieurs déposent 2 fois plus de brevets parce qu'ils ne sont plus stressés à se demander s'ils auront un emploi le mois prochain. » Ce sont des chiffres à long terme, Raphaël. Les actionnaires veulent des bénéfices maintenant. Ils se fichent de la productivité dans 5 ans si l'entreprise fait faillite avant. L'entreprise ne fera pas faillite, fais-moi confiance. Mais Marcel ne lui faisait pas confiance. Et il n'était pas le seul. Les couloirs de Tech France s'étaient transformés en champs de bataille invisibles où les chuchotements et les regards pesaient plus lourds que les mots. Les cadres supérieurs murmuraient dans les ascenseurs sur l'instabilité que Raphaël provoquait. Certains mettaient déjà leur CV à jour, se préparant à ce qu'ils considéraient comme l'effondrement inévitable de l'entreprise. D'autres, cependant, en particulier les plus jeunes, observaient les changements avec un mélange d'espoir et d'admiration, comme s'ils voyaient enfin quelque chose en quoi ils pouvaient croire. Une semaine plus tard, Raphaël reçut une notification officielle. Les actionnaires convoquaient une assemblée générale extraordinaire pour voter sur son maintien au poste de PDG. Ils voulaient l'évincer de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. La nouvelle se répandit rapidement chez Tech France. Les employés étaient divisés. Les cadres plus âgés, habitués à l'ancien Raphaël, pensaient qu'il traversait une sorte de crise existentielle et qu'il serait préférable pour tout le monde qu'il parte et laisse quelqu'un de plus rationnel prendre la relève. Mais les employés des secteurs de base, ceux qui bénéficiaient directement des changements, commencèrent à se mobiliser. Lucie, qui avait été promue superviseur de son secteur, après avoir démontré des résultats exceptionnels en quelques mois, fut l'une de celles qui prirent les devants. Elle organisa des réunions discrètes avec des représentants de tous les départements. Elle parla avec le personnel de nettoyage, de la sécurité, de la cantine, de la maintenance. Toutes les personnes que Raphaël avait oubliées avant qu'Isabelle ne lui rappelle son humanité. Dans ses paroles, il y avait une passion contagieuse, une conviction qu'il devait se battre pour cet homme qui s'était battu pour eux quand personne d'autre ne l'aurait fait. Pendant ces réunions clandestines, des histoires émergeaient. Jean, du secteur de la sécurité, raconta comment il avait enfin pu payer l'opération du genou de son père grâce au fonds médical. Marianne, de la maintenance, révéla que pour la première fois en 5 ans, elle pouvait passer du temps de qualité avec ses enfants, car elle avait maintenant des horaires plus flexibles et n'avait plus besoin de faire 3 postes pour survivre. Carlos, de la cantine, admit qu'il pensait à tout abandonner avant les changements, épuisé physiquement et émotionnellement, mais qu'il sentait maintenant avoir de nouveau un but. Chaque histoire était une brique dans la construction de quelque chose de plus grand, une muraille de gratitude et de loyauté qui s'érigeait autour de Raphaël. Pendant ce temps, Raphaël subissait la pression de toutes parts. Marcel s'était allié aux principaux actionnaires et organisait son départ. Ils avaient les chiffres de leur côté. Les coûts avaient en effet explosé. Le bénéfice du trimestre s'était effondré. Dans une analyse purement financière à court terme, Raphaël était en train de détruire l'entreprise. Pendant les réunions avec les directeurs, l'ambiance était tendue et glaciale. Frédéric, le plus jeune directeur qui avait osé remettre en question les licenciements initiaux, se trouvait maintenant partagé entre l'admiration pour ce que Raphaël faisait et la peur que l'entreprise ne survive vraiment pas à ces changements radicaux. Un après-midi particulièrement difficile, après une réunion spécialement brutale où 3 directeurs avaient démissionné en affirmant qu'ils ne pouvaient pas continuer à travailler dans une entreprise sans direction claire, Raphaël se retrouva seul dans son bureau à regarder l'horizon parisien. Pour la première fois depuis qu'il avait pris sa décision, il se permit de se demander s'il avait fait le bon choix. Peut-être que Marcel avait raison. Peut-être était-il irresponsable, plaçant ses convictions personnelles au-dessus du bien-être de l'entreprise qu'il avait construite à partir de rien. Peut-être valait-il mieux faire marche arrière, annuler certains changements, trouver un compromis. C'est à ce moment de doute que Florence entra dans son bureau, apportant du courrier. C'était une simple enveloppe, sans expéditeur officiel. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'une employée de nettoyage du service de nuit, quelqu'un dont Raphaël ne connaissait même pas l'existence. La lettre était courte, mais dévastatrice dans sa sincérité.
Elle écrivait qu'elle pensait à mettre fin à ses jours après avoir découvert que son fils avait une maladie nécessitant un traitement coûteux. Comment la nouvelle mutuelle de l'entreprise avait tout couvert. Comment elle avait maintenant de nouveau de l'espoir. Et elle terminait par une phrase simple. « Merci de me rappeler qu'il existe encore des gens bien dans ce monde. » Raphaël lut cette lettre 3 fois et chaque fois les mots pesaient plus lourds. Il rangea la lettre dans le même tiroir où il gardait le dessin d'Isabelle et sut qu'il ne pouvait pas reculer. Peu importe à quel point ce serait difficile. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un important magazine d'affaires, l'Essor économique, le contacta pour demander une interview. Ils avaient entendu des rumeurs sur les changements radicaux chez Tech France et voulaient en savoir plus. Marcel déconseilla vivement l'interview, arguant que toute publicité à ce moment-là serait désastreuse. Il prédit que l'article serait une exécution publique, exposant les prétendues erreurs de gestion de Raphaël à la vue de tout le pays. Mais Raphaël accepta quand même. S'il devait être chassé de sa propre entreprise, il voulait au moins que le monde sache pourquoi. Il voulait que les gens comprennent qu'il avait essayé de faire quelque chose de différent, de mieux, même s'il avait échoué. L'interview eut lieu un jeudi après-midi au siège même de Tech France. Le journaliste, un homme nommé Robert Durand, un vétéran du milieu des affaires avec plus de 20 ans d'expérience dans la couverture du marché financier, arriva avec une équipe de photographes et de caméramans. Il avait la réputation d'être dur mais juste, de ne pas avoir peur de poser les questions difficiles, mais aussi d'écouter vraiment les réponses. Raphaël lui fit faire un tour de l'entreprise avant l'interview formelle. Il lui montra le centre de bien-être qui était presque terminé, avec ses murs colorés et ses équipements neufs sentant encore la peinture fraîche. Il présenta Robert à Lucie et à quelques autres employés qui avaient bénéficié des changements. Il laissa les gens raconter leurs propres histoires, sans interférer, sans essayer de contrôler le récit. Lucie fut particulièrement éloquente. Elle raconta comment elle avait été licenciée au moment où elle avait le plus besoin de sa mutuelle, comment sa fille avait demandé de l'aide au PDG, comment Raphaël avait non seulement corrigé l'erreur, mais transformé toute la culture de l'entreprise. « J'étais en train de mourir de l'intérieur », dit Lucie à la caméra, les larmes coulant sans honte. Pas seulement physiquement à cause de ma maladie, mais émotionnellement parce que j'avais perdu tout espoir que quelqu'un s'en soucie. Je pensais que pour les gens comme moi, les gens qui nettoient les sols et vident les poubelles, personne ne nous voyait comme des êtres humains. Et puis, M. Lefebvre m'a montré qu'il existe encore des gens bien dans ce monde, des gens prêts à mettre les autres avant le profit. Il m'a rendu ma vie et l'espoir en l'avenir de ma fille. Robert interviewa également d'autres employés. Un ingénieur logiciel parla de la façon dont l'environnement de travail était devenu plus créatif et collaboratif, maintenant que les gens n'avaient plus constamment peur d'être les prochains licenciés. Une analyste système révéla qu'elle avait refusé une offre avec un salaire plus élevé d'un concurrent parce qu'elle ne voulait pas quitter Tech France, quelque chose d'impensable 6 mois auparavant. Chaque témoignage brossait le tableau d'une entreprise en transformation, non sans douleur, mais définitivement en route vers quelque chose de mieux. Lorsque l'interview formelle eut enfin lieu, Robert alla droit au but. « Monsieur Lefebvre, vos actionnaires disent que vous sabotez votre propre entreprise. Que répondez-vous à cela ?» Raphaël prit une profonde inspiration. « Je réponds qu'ils regardent les mauvais chiffres. Oui, nos coûts opérationnels ont considérablement augmenté. Mais notre productivité a également augmenté. Notre taux de rotation a chuté de façon spectaculaire. Nous retenons des talents que nous aurions perdus auparavant parce qu'ils se sentaient exploités et dévalorisés. Nos ingénieurs innovent à un rythme que nous n'avions jamais vu auparavant, parce qu'ils travaillent maintenant pour une entreprise qui se soucie vraiment d'eux. Mais qu'en est-il du bénéfice trimestriel ? Insista Robert, se penchant en avant avec une curiosité sincère. Le bénéfice trimestriel est important, bien sûr, mais il ne peut pas être la seule mesure du succès. Si votre seule préoccupation est le prochain trimestre, vous prendrez des décisions à courte vue qui détruiront l'entreprise à long terme. Je préfère avoir des bénéfices plus faibles maintenant, mais durables et croissants au cours des 10 prochaines années, plutôt que des bénéfices énormes aujourd'hui et une entreprise en faillite dans 5 ans parce que nous avons épuisé tous nos meilleurs employés. Nous avons brûlé leurs âmes, leur créativité, leur loyauté. Et puis nous sommes surpris quand ils nous quittent,
ou quand il cesse de s'en soucier. Robert fit une pause, consultant ses notes. « J'ai fait des recherches sur votre histoire, monsieur Lefebvre. Vous avez bâti cette entreprise à partir de rien il y a 12 ans. Pendant tout ce temps, vous aviez la réputation d'être implacable, voire cruel dans vos décisions d'affaires. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a poussé un homme comme vous à faire un virage aussi spectaculaire ?» Raphaël sourit, un sourire triste mais sincère. « Une fillette de 6 ans m'a tenu la main et m'a dit qu'elle savait que j'étais gentil. Et j'ai réalisé que je ne l'étais pas, mais que je voulais l'être. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un croise en nous pour nous donner le courage de changer. Et si les actionnaires votent pour vous évincer de l'entreprise ?» Raphaël regarda directement la caméra, sa voix ferme et claire. « Alors je saurai que j'ai choisi de me battre pour ce qui était juste, même en sachant que je pourrais tout perdre. Et je dormirai bien la nuit grâce à cela, parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, je peux me regarder dans le miroir sans avoir honte de l'homme que je vois en face de moi. » L'article parut dans l'édition de la semaine suivante et fit immédiatement sensation. Le magazine mit Raphaël en couverture avec le titre « Le PDG qui a choisi les gens plutôt que le profit, génie ou folie ». L'article détaillait tous les changements qu'il avait mis en œuvre, y compris l'histoire de Lucie et Isabelle. Il citait les chiffres de productivité accrus. Il présentait des témoignages d'employés dont la vie avait été transformée. Et il posait une question provocatrice. Et si Raphaël Lefebvre avait raison? Et si le modèle traditionnel de maximisation du profit à court terme était insoutenable? Et si la véritable innovation ne résidait pas dans la technologie, mais dans l'humanité? La réponse fut immédiate et écrasante. L'article devint viral sur les réseaux sociaux. Les gens le partageaient en disant qu'ils voulaient travailler dans des entreprises comme Tech France. Les étudiants en gestion commencèrent à citer Raphaël comme un exemple de leadership éthique dans leurs travaux académiques. Les professeurs d'université discutaient du cas dans leurs cours. Les forums d'affaires en ligne débattaient avec ferveur pour savoir si Raphaël était un visionnaire ou un idiot. Mais le plus important, c'est que des investisseurs institutionnels internationaux commencèrent à appeler. De grands fonds d'investissement, qui privilégiaient la responsabilité sociale des entreprises, voulaient en savoir plus sur Tech France. Certains manifestèrent même leur intérêt pour l'achat d'actions, attirés non pas malgré les changements humanitaires, mais à cause d'eux. Marcel arriva au bureau de Raphaël le lendemain matin de la publication avec une expression mêlant choc et colère. « Tu avais prévu ça », l'accusa-t-il en jetant un exemplaire du magazine sur la table. « Tu savais que l'article aurait cet impact. J'espérais que les gens verraient la valeur de ce que nous faisons, » corrigea calmement Raphaël. « Mais je n'ai rien prévu d'autre que de dire la vérité. J'ai prévu d'être honnête sur les raisons pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait. Et apparemment, cela a trouvé un écho auprès des gens. » « Les actionnaires veulent annuler l'Assemblée, dit Marcel, sa voix chargée de frustration et de quelque chose qui pourrait être un respect réticent. Le cours de nos actions a grimpé de 15% depuis hier. Des fonds d'investissement font la queue pour prendre une participation dans l'entreprise. Tous parlent de la façon dont ton modèle humanisé est l'avenir des affaires. Tu as gagné, Raphaël. Contre toute attente, tu as vraiment gagné. Alors c'est réglé, dit Raphaël, mais il n'y avait pas de triomphe dans sa voix. Juste un soulagement là. Non, ce n'est pas réglé, explosa Marcel, sa retenue finissant par céder. Tu as eu de la chance, Raphaël. De la pure chance. Si cet article n'était pas devenu viral, tu serais dehors maintenant. Ta tête serait sur un plateau. Et pourtant, tu veux continuer cette folie? Tu ne peux pas simplement accepter la victoire et redevenir au moins un peu plus conservateur. Ce n'est pas de la folie, Marcel. C'est la bonne façon de faire des affaires. Et oui, je veux que l'Assemblée ait lieu. Marcel le regarda comme s'il était devenu complètement fou. Pourquoi? Tu as déjà gagné. Les actionnaires ne voteront pas contre toi maintenant que le marché a validé tes actions. Tu peux simplement passer à autre chose. Exactement. Je veux qu'ils votent en faveur non pas parce que c'est financièrement rentable maintenant, mais parce que c'est la bonne chose à faire, toujours. Je veux un engagement réel envers cette philosophie, pas seulement une acceptation opportuniste parce que ça a marché cette fois. Parce que, Marcel, il y aura des moments où cette approche ne sera pas la plus rentable à court terme, il y aura de mauvais trimestres, il y aura des crises, et à ces moments-là, j'ai besoin de savoir que l'entreprise est engagée envers ses valeurs.
pas seulement envers ses bénéfices. Tu en demandes beaucoup, Raphaël. Tu demandes à des gens qui ont passé leur vie à adorer le Dieu du profit de se convertir soudainement à une nouvelle religion. Je demande le minimum, l'humanité de base, la décence fondamentale. Et si c'est trop demandé, alors peut-être que nous, en tant que société, sommes dans une situation bien plus sombre que je ne l'imaginais. L'assemblée fut fixée au vendredi suivant. L'effervescence dans l'entreprise était palpable. Tout le monde savait ce qui était en jeu. La veille de l'assemblée, lorsque Raphaël arriva le matin, il découvrit une scène qui le laissa sans voix. Le hall était rempli d'employés, des centaines d'entre eux. Tous portèrent des t-shirts avec la phrase « L'humain d'abord » imprimée sur le devant. C'était une manifestation silencieuse, organisée par Lucie et d'autres responsables de département, montrant leur soutien au PDG qui les avait choisis à la place des chiffres froids d'un tableur. Quand Raphaël passa parmi eux, les employés se mirent à applaudir. Ce n'était pas un applaudissement bruyant ou exagéré. C'était respectueux, sincère, chargé d'une véritable gratitude. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Certains tenaient des pancartes faites à la main avec des messages de remerciement. Une femme plus âgée du secteur du nettoyage s'approcha et tint simplement la main de Raphaël un instant, sans rien dire, mais ses yeux disaient tout. Lucie s'approcha et tendit à Raphaël un épais dossier, si lourd qu'il dut utiliser ses deux mains pour le tenir. À l'intérieur se trouvaient des centaines de pages de rapports et de témoignages, des données sur l'augmentation de la productivité, sur des vies transformées, sur des familles qui avaient maintenant la sécurité et l'espoir. Il y avait des lettres manuscrites d'employés racontant leurs histoires. Il y avait des photos d'enfants souriant dans la nouvelle crèche. Il y avait des graphiques montrant la réduction spectaculaire du stress et de l'épuisement professionnel. Il y avait même des lettres de clients disant qu'ils préféraient faire affaire avec Tech France parce que l'entreprise représentait des valeurs auxquelles ils croyaient. « C'est notre défense pour vous, monsieur », dit Lucie avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Parce que vous nous avez défendus quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous nous avez vus quand nous étions invisibles. Vous nous avez valorisés quand nous étions jetables. Et maintenant, nous voulons que tout le monde voie ce que cela signifie. » Raphaël prit le dossier, sentant un poids énorme de responsabilité, mais aussi quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait vraiment changer quelque chose, pas seulement chez Tech France, mais dans le monde de l'entreprise dans son ensemble. Peut-être que son histoire pourrait inspirer d'autres PDG à regarder leurs propres entreprises et à voir des personnes au lieu de chiffres. Peut-être qu'une petite fille, lui tenant la main, pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun d'entre eux ne pourrait imaginer. Le matin de l'Assemblée se leva nuageux sur Paris, mais Raphaël se réveilla étrangement en paix. Pour la première fois depuis des années, il ne s'inquiétait pas des chiffres, des résultats ou de ce que les investisseurs penseraient de lui. Il avait fait ce qu'il croyait être juste et devrait maintenant vivre avec les conséquences, quelles qu'elles soient. En s'habillant, son regard tomba sur le dessin d'Isabelle qu'il avait encadré et placé sur sa table de chevet. Ces simples bonshommes allumettes se tenant la main, le message naïf mais profond. « Merci d'être gentil pour de vrai. » C'était tout ce qui importait maintenant. Il toucha le verre du cadre, du bout des doigts, comme pour puiser du courage dans cette image enfantine. Avant de partir, Raphaël fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'agenouilla à côté de son lit et, bien qu'il ne soit pas un homme religieux, fit une prière silencieuse. Il ne demanda pas la victoire. Il ne demanda pas que les choses se passent comme il le souhaitait. Il demanda seulement le courage d'accepter le résultat, quel qu'il soit, et la sagesse de continuer à faire ce qui était juste, indépendamment des conséquences. Quand il se releva, il y avait une sérénité sur son visage qui n'y était pas auparavant. En arrivant chez Tech France, Raphaël trouva la presse qui encerclait le bâtiment. L'histoire avait pris une ampleur nationale et internationale. Des journalistes de toute la France et même de certains médias étrangers voulaient couvrir cette assemblée qualifiée de moment décisif pour le capitalisme moderne. Il y avait des caméras de CNN, de la BBC, de Bloomberg, des correspondants parlant anglais, espagnol et même mandarin. C'était exagéré, bien sûr, mais Raphaël en comprenait le symbolisme. Dans un monde où le profit était roi absolu, il proposait quelque chose de radical, que les gens comptent autant que les chiffres. Et le monde observait pour voir si cette proposition serait écrasée ou si elle fleurirait.
Dans le hall, Raphaël fut intercepté par plusieurs journalistes voulant des déclarations. Il s'arrêta un instant et dit simplement « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise et qui méritent d'être vues, valorisées et respectées. Le reste, vous le verrez lors de l'assemblée. » Sa voix était calme mais ferme, et quelque chose dans son ton fit reculer respectueusement les journalistes. La salle de réunion du 23e étage était bondée. Tous les principaux actionnaires étaient à présent, certains en personne, d'autres par vidéoconférence. Les écrans géants sur les murs montrèrent des visages d'investisseurs de différentes parties du monde, tous connectés pour assister à ce moment historique. Marcel était assis de l'autre côté de la table, avec une expression soigneusement neutre. Raphaël remarqua que les mains de son associé tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait quelques papiers, un signe de nervosité que Marcel montrait rarement. Il y avait aussi des représentants des fonds d'investissement internationaux qui avaient manifesté leur intérêt pour l'entreprise. L'un d'eux, un Britannique nommé James Worthington, représentait un fonds de 5 milliards de dollars spécialisé dans les investissements durables. Il observait tout avec des yeux perçants, prenant des notes occasionnelles sur une tablette. À côté de lui se trouvait Catherine Chen, d'un fonds chinois axé sur la responsabilité sociale des entreprises, et Miguel Castellanos, d'un groupe espagnol qui avait révolutionné le marché européen avec des pratiques commerciales humanisées. Et, dans une décision inhabituelle sur laquelle Raphaël avait insisté, il y avait des représentants des employés, dont Lucie, qui occupait maintenant le poste de directrice des ressources humaines après une promotion éclair basée sur ses résultats extraordinaires. À ses côtés se trouvaient Jean de la sécurité, Marianne de la maintenance et 3 autres employés de différents secteurs. Leur présence était en soi révolutionnaire, une reconnaissance que ceux qui faisaient fonctionner l'entreprise méritaient d'avoir leur mot à dire dans les décisions qui affectaient leur destin. Le président du conseil d'administration, un homme de 65 ans nommé Albert Fontaine, qui avait été témoin d'innombrables batailles d'entreprise au cours de ses décennies d'expérience, ouvrit la séance en frappant légèrement le marteau. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour voter sur le maintien de M. Raphaël Lefebvre au poste de PDG de Tech France. Comme vous le savez tous, des préoccupations importantes ont été soulevées concernant les décisions prises ces derniers mois, notamment en ce qui concerne l'augmentation drastique des coûts opérationnels. Cependant, il y a également eu des développements positifs inattendus qui doivent être pris en considération. Ce n'est pas un vote ordinaire. Ce que nous déciderons ici aujourd'hui pourrait bien définir non seulement l'avenir de Tech France, mais aussi servir de précédent pour l'ensemble du marché des entreprises en France. Il fit une pause, laissant le poids de ces mots flotter dans l'air. Avant de procéder au vote, je vais donner la parole à M. Lefebvre pour ses remarques finales. Monsieur Lefebvre, vous avez 15 minutes. Raphaël se leva, sentant tous les yeux sur lui. Il avait préparé un discours rempli de chiffres et de projections, de graphiques montrant le retour sur investissement à long terme, d'analyses détaillées sur la façon dont la satisfaction des employés se traduisait en productivité. Florence avait passé des jours à l'aider à compiler des données irréfutables. Il avait des arguments économiques solides, des études de cas d'autres entreprises qui avaient adopté des modèles similaires avec succès. Mais quand il ouvrit la bouche, tous ces mots préparés disparurent. À la place, il parla avec son cœur. « Il y a 3 mois, commença Raphaël, sa voix ferme mais chargée d'émotion, j'étais un homme différent. Je voyais cette entreprise comme une machine, des chiffres qui entrent, des produits qui sortent, du profit qui est généré. Les gens qui faisaient tout fonctionner n'étaient que des pièces remplaçables dans cette machine. Si une pièce se cassait ou devenait trop chère, on la jetait simplement et on en mettait une nouvelle. C'était efficace, c'était rationnel. Et c'était complètement, absolument faux. Il fit une pause, regardant autour de la salle, croisant le regard de chaque personne présente. Il a fallu une fillette de 6 ans pour me le montrer. Isabelle, la fille d'une employée que j'avais licenciée sans même connaître son nom. Une employée qui avait travaillé ici pendant 5 ans avec excellence, mais qui pour moi n'était qu'un chiffre sur un tableur de réduction des coûts. Une fillette qui m'a regardé, un homme qui n'avait pas montré une once d'humanité depuis des années, et qui a vu de la bonté là où il n'y en avait aucune. Et puis elle m'a demandé d'aider sa mère, quelque chose de si simple, de si pur, et j'ai réalisé que j'avais un choix.
Je pouvais continuer à être la machine froide que j'étais devenue, ou je pouvais essayer d'être la personne gentille que cet enfant croyait que j'étais. Lucie pleurait silencieusement sur son siège, tout comme plusieurs autres employés présents. Même certains des actionnaires semblaient touchés, bien qu'ils essayèrent de le cacher. James Worthington était penché en avant, complètement absorbé. « J'ai choisi de changer », continua Raphaël, sa voix gagnant en intensité. « Et oui, ce changement a coûté de l'argent, beaucoup d'argent. Nos coûts opérationnels ont augmenté de 300%. Notre bénéfice du dernier trimestre s'est effondré. Si vous votez en vous basant uniquement sur ces chiffres, je comprendrai parfaitement. Les chiffres ne mentent pas. Mais ils ne racontent pas non plus toute l'histoire. Ils ne montrent pas Jean, notre agent de sécurité, qui a enfin pu payer l'opération de son père. Ils ne montrent pas Marianne, qui pour la première fois en 5 ans peut voir ses enfants grandir parce qu'elle n'a plus besoin de travailler 3 postes pour survivre. Ils ne montrent pas les centaines d'employés qui viennent maintenant travailler avec de l'espoir, au lieu de la peur. Il prit une profonde inspiration, sentant les émotions menacées de déborder. Mais je vous demande de considérer aussi d'autres chiffres. Notre taux de rotation du personnel, qui coûtait des millions par an en formation et en perte de productivité, a chuté de 80%. Savez-vous combien d'argent nous avons économisé simplement en n'ayant pas à embaucher et former constamment de nouveaux employés? Nos arrêts maladie, qui retardèrent les projets et coûtaient encore plus cher, ont diminué de 60%. Des employés en bonne santé travaillent mieux, c'est simple comme bonjour. Notre innovation, mesurée en brevets déposés, a doublé. Parce que les ingénieurs qui ne s'inquiètent pas d'être licenciés demain ont l'espace mental pour créer. Des employés heureux, en bonne santé et en sécurité travaillent mieux. C'est simple comme bonjour, mais ce sont des mathématiques qui prennent du temps à se manifester. Et je vous demande d'avoir la patience de laisser ces mathématiques fonctionner. L'une des actionnaires, une femme nommée Patricia Drummond, une investisseuse célèbre pour son approche pragmatique et parfois impitoyable, leva la main. « Monsieur Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, nous avons entendu votre logique, et elle a du sens. Sur le papier. J'admets même que les chiffres de productivité sont impressionnants, mais le marché est imprévisible. Que se passera-t-il si dans 2 ans, cette approche humanisée cesse d'être rentable? Que se passera-t-il si nos concurrents trouvent des moyens d'être plus efficaces en maintenant le modèle traditionnel? Que se passera-t-il s'il y a une récession et que nous devons réduire les coûts de manière drastique? Allons-nous simplement continuer à perdre de l'argent au nom de l'humanité pendant que l'entreprise coule? Et c'est là que Raphaël prit la décision la plus importante de sa vie. Il aurait pu dire non, que si l'approche cessait d'être rentable, ils annuleraient les changements. Il aurait pu rassurer les actionnaires que le profit serait toujours la priorité finale. Il aurait pu leur donner une porte de sortie facile, la garantie qu'en fin de compte, il était toujours un homme d'affaires pragmatique. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il regarda directement Patricia et dit avec une conviction qui le surprit lui-même « Oui ». Le silence qui suivit fut absolu. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Patricia cligna des yeux confuse. « Oui quoi? Oui, nous continuerons à privilégier l'humanité, même si cela cesse d'être rentable à court terme. C'est exactement le choix que je vous demande de faire aujourd'hui. Je ne vous demande pas de voter en ma faveur parce que les chiffres du moment sont bons, ou parce que les médias sont de notre côté, ou parce que des fonds d'investissement internationaux sont intéressés. Je vous demande de voter en faveur d'un engagement réel et durable envers l'idée que les gens comptent autant que les profits. Toujours. Pas seulement quand c'est pratique ou financièrement avantageux, surtout quand ça ne l'est pas. » Marcel se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec un son âpre. « Raphaël, tu demandes aux actionnaires de compromettre la stabilité financière de l'entreprise sur la base d'un idéal philosophique. Tu leur demandes de choisir les principes plutôt que les profits. C'est de la folie managériale. Aucune entreprise ne peut survivre comme ça. » Raphaël se tourna pour faire face à son associé et meilleur ami de tant d'années. « Non, Marcel, c'est de l'humanité. Et si cette assemblée, si cette entreprise ne peut pas s'engager à cela, alors peut-être que je ne devrais vraiment pas être ici. Peut-être que vous devriez trouver quelqu'un qui peut dormir tranquille en sachant que ces décisions détruisent des vies. Parce que je ne peux plus. »
et je ne veux plus pouvoir. Le débat se poursuivit pendant plus d'1 heure. Certains actionnaires soutenaient avec passion que Raphaël était irresponsable, qu'il avait une obligation fiduciaire envers eux de maximiser les profits. D'autres défendaient que sa vision était exactement ce dont le monde de l'entreprise avait besoin, une révolution nécessaire dans un système brisé. Frédéric, le plus jeune directeur, fit un discours éloquent sur le fait que sa génération ne voulait plus travailler pour des entreprises qui n'avaient pas de valeur au-delà du profit. Les représentants des fonds internationaux révélèrent qu'ils avaient mené des analyses approfondies et croyaient que le modèle de Raphaël était non seulement éthiquement supérieur, mais aussi financièrement viable à long terme. James Worthington présenta des données d'entreprises européennes qui avaient adopté des approches similaires et qui prospéraient. Catherine Chen parla de la façon dont le marché chinois valorisait de plus en plus les entreprises socialement responsables. Miguel Castellanos partagea des histoires de succès d'Espagne qui faisaient écho à ce que Raphaël essayait de faire. Lucie, quand on lui donna la parole, se leva avec les jambes tremblantes mais la voix ferme. Elle parla avec une passion qui émut beaucoup de personnes présentes sur la façon dont les changements avaient littéralement sauvé sa vie et celle de dizaines d'autres employés. J'étais malade, sans espoir, travaillant juste pour survivre un jour de plus. Et puis, M. Lefebvre m'a rendu ma dignité, il m'a rendu mon avenir, il m'a rendu la capacité d'être mère sans avoir à choisir entre nourrir ma fille ou me soigner. Vous pouvez voter en vous basant sur des chiffres, et je comprends. Mais souvenez-vous que chaque chiffre sur un tableur est une personne, une vie, une famille. Et quand vous choisissez les chiffres plutôt que les gens, vous n'affectez pas seulement les profits, vous décidez qui vit avec dignité et qui vit dans le désespoir. Quand Lucie termina, beaucoup de personnes présentes avaient les larmes aux yeux. Même Patricia Dremond semblait ébranlée, s'essuyant discrètement les yeux avec un mouchoir. Jean de la sécurité parla brièvement de la façon dont, pour la première fois en 20 ans de travail, il se sentait valorisé. Marianne de la maintenance partagea comment ses enfants avaient dessiné la nouvelle crèche de l'entreprise et comment c'était le premier dessin heureux qu'ils faisaient de quelque chose, lié au travail de leur mère. Finalement, après toutes les discussions, après tous les arguments et contre-arguments, Albert Fontaine leva la main pour demander le silence. « Messieurs, il est temps de voter. Ce n'est pas un vote ordinaire. Aujourd'hui, nous ne votons pas seulement sur le maintien d'un PDG. Nous votons sur le type d'entreprise que nous voulons être, le type de monde que nous voulons créer. Ceux qui sont en faveur du maintien de M. Raphaël Lefebvre comme PDG, avec un soutien total à ses politiques d'humanisation de l'entreprise et l'engagement de maintenir ses valeurs même dans les moments difficiles, dites oui. Ce qui se passa ensuite surprit même Raphaël. Un par un, chaque actionnaire présent dit oui. Certains le dirent à voix basse, presque à contre-cœur, mais ils le dirent. D'autres le dirent avec conviction, d'une voix forte et claire. James Worthington dit oui et ajouta que son fonds souhaitait augmenter considérablement son investissement dans Tech France. Catherine Chen dit oui et commenta qu'elle était impatiente de présenter le modèle de Raphaël lors de conférences internationales. Patricia Dremond, qui avait été l'une des plus sceptiques, dit oui. Après une longue pause, ajoutant « J'espère que vous avez raison, Raphaël, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que vous ayez raison. » Marcel fut le dernier, et pendant un long moment, il sembla qu'il allait voter contre. Il regarda Raphaël pendant un temps qui parut une éternité. Il y avait tant de choses dans ce regard, des années de partenariat, des batailles gagnées ensemble, la fondation de l'entreprise dans un petit garage, toutes les victoires et les défaites qu'ils avaient partagées. Et puis Marcel soupira profondément, un soupir qui semblait venir du plus profond de son âme. « Oui, dit-il finalement, bien que cela semblât lui faire physiquement mal. Oui, et que Dieu nous vienne en aide à tous. Mais qu'il soit noté que si tu es fou, Raphaël, alors je choisis d'être fou avec toi. Parce que peut-être que le monde a besoin de plus de fous comme toi. » Le vote fut unanime. Raphaël resterait PDG. Plus que cela, l'Assemblée vota pour incorporer dans les statuts de l'entreprise un engagement formel envers le bien-être des employés comme priorité d'entreprise, et non plus seulement comme un effet secondaire de la recherche du profit. C'était sans précédent. C'était révolutionnaire. C'était effrayant et excitant à la fois. Albert Fontaine frappa le marteau et déclara « Qu'il soit consigné qu'en ce jour,
Tech France a choisi une voie différente, et puissions-nous tous avoir le courage de la suivre, aussi difficile que soit le voyage. Lorsque l'assemblée se termina et que tout le monde commença à sortir, Marcel s'approcha de Raphaël. Ils restèrent là un moment, se regardant simplement. Puis Marcel tendit la main, mais Raphaël le tira dans ses bras. « Je pense toujours que tu es fou », murmura Marcel à l'oreille de Raphaël, mais il y avait un sourire dans sa voix. « Mais peut-être que le monde a besoin de plus de fous comme toi. On va faire en sorte que ça marche, Raphaël. Vraiment, ensemble. » Raphaël serra l'épaule de son associé, sentant qu'ils étaient enfin de retour du même côté, plus forts que jamais. « Merci de m'avoir fait confiance, Marcel. Je sais que ce n'était pas facile, je sais que je t'en ai beaucoup demandé. »« Tu m'as demandé d'être humain, » répondit Marcel, « et ça ne devrait pas être trop demandé. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ce monde fou où nous vivons, ça l'est. » Dans les mois qui suivirent, Tech France devint un cas d'étude dans les écoles de commerce du monde entier. Des professeurs de Harvard, Stanford, l'INSEAD, toutes les grandes institutions voulaient étudier le phénomène. Le modèle humanisé de Raphaël s'avéra non seulement éthiquement supérieur, mais aussi étonnamment rentable. Des employés heureux et en sécurité étaient plus productifs, plus créatifs, plus loyaux. Le très faible taux de rotation permit d'économiser des millions en coûts de formation. La réputation positive de l'entreprise attira les meilleurs talents du marché, prêts à accepter des salaires légèrement inférieurs juste pour travailler dans un environnement qui les valorisait en tant qu'êtres humains et non comme des ressources jetables. Les clients, de plus en plus conscients socialement, préféraient faire affaire avec des entreprises qui traitaient leurs employés avec dignité. Tech France commença à recevoir des prix pour le meilleur lieu de travail, la meilleure entreprise en matière de responsabilité sociale, le meilleur modèle de gestion innovante. Mais le plus important, c'est que d'autres entreprises commencèrent à y prêter attention. De petites start-up adoptèrent le modèle dès le début. Quelques grandes entreprises commencèrent à expérimenter des programmes pilotes similaires. Raphaël commença à recevoir des invitations pour donner des conférences dans le monde entier, partageant son histoire de transformation. 6 mois après l'assemblée historique, Raphaël était dans son bureau lorsque Florence annonça qu'il y avait des visiteurs. Lucie entra avec une apparence complètement différente. Elle avait pris un poids santé, ses cernes avaient complètement disparu, et il y avait une lueur dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. Son uniforme de femme de ménage avait été remplacé par un tailleur élégant, approprié à son nouveau poste de directrice des RH. Mais ce qui avait le plus changé, c'était sa posture. Elle marchait avec confiance, la tête haute, comme quelqu'un qui connaissait enfin sa propre valeur. À côté d'elle se trouvait Isabelle, maintenant âgée de 7 ans, sautillant d'excitation. Elle avait un peu grandi, mais ses yeux avaient toujours cette même lumière d'innocence et de bonté qui avait touché le cœur de Raphaël des mois auparavant. « Monsieur Lefebvre !» cria Isabelle en courant vers lui. « Je vous ai fait un autre dessin. Celui-ci est spécial. » Raphaël sourit, ce sourire sincère qu'il montrait rarement auparavant, et qui venait maintenant plus facilement, transformant tout son visage. « J'adorerais le voir, Isabelle. Tes dessins sont toujours spéciaux pour moi. » La fillette tendit le papier, et Raphaël l'ouvrit soigneusement, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Cette fois, le dessin était plus élaboré, avec plus de détails et des couleurs vives. Il montrait Raphaël dans son bureau, mais entouré de dizaines de personnes heureuses de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il y avait des enfants qui jouaient dans la crèche, il y avait des adultes qui souriaient à leur travail. Il y avait même un soleil brillant, avec un visage souriant dans le coin. Et en haut, écrit avec la calligraphie améliorée mais toujours enfantine d'Isabelle, trouvait la phrase qui ferait que Raphaël garderait ce dessin pour le reste de sa vie. « Tu as appris que les gens sont plus importants que l'argent. Ma maîtresse a dit que tu es un vrai héros. » Raphaël regarda ces mots pendant un long moment, sentant le poids de tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Tous les choix difficiles, toutes les fois où il avait dû choisir entre le chemin facile et le chemin juste. Toutes les nuits où il s'était demandé s'il faisait la bonne chose, s'il n'était pas naïf, s'il ne condamnait pas l'entreprise à l'échec. Et maintenant, en regardant ce dessin coloré et plein de vie, il savait avec une certitude absolue qu'il l'était. Chaque seconde de doute en avait valu la peine. Chaque centime dépensé avait été un investissement
dans le type de monde qu'il voulait voir. « C'est toi qui m'as appris ça, Isabelle, » dit Raphaël en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Toi et ta mère, vous m'avez montré qu'être vraiment gentil est plus important que d'avoir un succès factice. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié ou peut-être que je n'ai jamais su, que le succès sans humanité n'est qu'une belle façon de décrire l'échec. » Isabelle le serra fort dans ses bras, et Raphaël sentit des larmes lui piquer les yeux. Il n'essaya pas de les cacher, il les laissa couler librement, des larmes de gratitude, de soulagement, de joie pure. Quand elle s'écarta, elle était radieuse. « Vous êtes mon héros préféré, dit-elle avec un sérieux absolu, mieux que les super-héros de la télé parce que vous êtes vrai. » Lucie posa la main sur l'épaule de Raphaël, et quand il la regarda, il vit qu'elle pleurait aussi. « Merci, monsieur Lefebvre, dit-elle d'une voix nouée, pour tout, pour m'avoir rendu ma vie, pour avoir donné de l'espoir à tant d'autres personnes, pour avoir prouvé qu'il est encore possible de réussir en étant bon, pour avoir montré que le profit et l'humanité n'ont pas besoin d'être ennemis, mais peuvent être alliés. Vous n'avez pas seulement changé Tech France, vous avez changé la façon dont les gens pensent au travail, à la valeur, à ce qui compte vraiment dans la vie. » Raphaël se leva, tenant le dessin avec soin, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Et à bien des égards, c'était le cas. « C'est moi qui vous remercie, » dit-il sincèrement, « de m'avoir rappelé que je pouvais être plus que ce que j'étais, que nous pouvons tous être meilleurs que nous ne le pensons. Isabelle, tu m'as posé une question il y a quelques mois. Tu m'as demandé d'aider ta mère parce que les gens bien aident les autres gens bien, et j'ai réalisé que je n'étais pas une personne bien, mais je voulais l'être, et tu m'as donné la chance d'essayer. » Isabelle pencha la tête, pensive. « Mais vous avez toujours été gentil, dit-elle avec cette logique simple des enfants. Vous aviez juste oublié. Parfois, les gens oublient. Mais vous vous êtes souvenu, et maintenant vous aidez tout le monde à se souvenir aussi. » Ce soir-là, Raphaël plaça le nouveau dessin à côté de l'ancien sur sa table de chevet. Il avait fait faire un cadre spécial pour celui-ci aussi, avec une petite plaque en dessous portant la date et l'inscription. « Le jour où j'ai appris que le succès se mesure en vies touchées, pas en profits accumulés. » Ces deux morceaux de papier, avec leurs figures simples et leurs messages profonds, valaient un plus pour lui que toutes les actions, les profits et les prix d'entreprise du monde, parce qu'ils représentaient quelque chose qu'aucun tableur ne pourrait jamais mesurer, la transformation d'un homme qui avait perdu son humanité et l'avait retrouvée dans les yeux honnêtes d'un enfant. Il prit son téléphone et écrivit une note pour lui-même, quelque chose qu'il voulait se rappeler toujours. « Le jour le plus important de ma vie n'a pas été celui où Tech France a valu son premier milliard. C'est le jour où une fillette de 6 ans m'a tenu la main et a cru en moi. Le profit peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter le sentiment de savoir que vous avez fait une différence dans la vie de quelqu'un. Il ne peut pas acheter la paix qui vient du fait de dormir en sachant que vos décisions ont construit plutôt que détruit. Il ne peut pas acheter la joie simple de se regarder dans le miroir et d'aimer la personne que vous voyez en face de vous. » Et tandis que Paris brillait au dehors, avec ses millions de vies, d'histoires, de luttes et de rêves, tandis que la ville, qui ne dort jamais, continuait sa danse frénétique d'ambition et de survie, Raphaël Lefebvre pouvait, enfin, dormir en paix, sachant qu'il avait choisi le bon côté de l'histoire, le côté des gens, le côté de l'humanité, le côté qui, en fin de compte, était le seul qui comptait vraiment, parce que les entreprises vont et viennent, les fortunes se font et se défont, les bâtiments sont construits et démolis. Mais la façon dont nous traitons les gens, la bonté que nous mettons dans le monde, l'exemple que nous laissons derrière nous, cela reste, cela résonne, cela compte. Et peut-être, juste peut-être, que l'histoire de Raphaël et Isabelle pourrait inspirer d'autres à faire leur propre choix, courageux, à voir des personnes au lieu de chiffres, à se souvenir que derrière chaque employé, il y a une histoire, une famille, des rêves, des peurs et des espoirs, et que lorsque nous choisissons de voir cette humanité, lorsque nous choisissons de l'honorer, nous ne construisons pas seulement de meilleures entreprises, nous construisons un monde meilleur.